Très bien, eh bien, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Attendez, je valide. Voilà. Bienvenue à ceux que nous connaissons déjà. On reconnaît quelques visages qu'on vient de quitter. Un bienvenue tout particulier à ceux et celles qui rejoignent la communauté Data Player pour la première fois, que ce soit par recommandation, par contact direct ou via nos derniers événements et actualités sur LinkedIn. À ce sujet, je vous invite à vous inscrire sur le lien GRIST que je mets dans le chat. Vous allez ainsi recevoir des articles de fond, des informations sur nos prochains webinaires, sans polluer vos messageries environ une fois par mois. Nous sommes chez Data Player en train de structurer une communauté tech-friendly, mais surtout engagée dans la valorisation du potentiel des données et tout autant dans les usages numériques responsables. N'hésitez pas à parler autour de vous, à inviter largement les gens à rejoindre cette communauté. On est très attaché aux gouvernances participatives et nous sommes convaincus que cette richesse vient de cette approche collective et inclusive. Que vous soyez simplement amateur, curieux, intéressé ou expert, soyez les bienvenus. Concernant les usages, en particulier les usages d'IA agentique, nous défendons chez Data Player des pratiques conscientes, conscientisées, on dirait actuellement, dont l'objectif est de minimiser l'impact de l'IA, aussi bien dans nos contextes professionnels que dans nos usages individuels. Je vous invite à cet égard à consulter le site de l'ADEME et du site Alt Impact, pour lequel nous sommes en total accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Allô? Oui, oui, Non. c'est bon. Oui, Ah, oui, d'accord. nickel. Excusez-moi, j'ai cru que j'étais sortie. Au-delà de l'usage, et c'est notre propos aujourd'hui, c'est aussi à l'échelle du développement des solutions IA que de grandes différences peuvent se faire dans le développement dur, ceci en matière d'impact et de déontologie. C'est précisément l'objet de ce webinaire, mieux s'informer pour pouvoir faire des choix éclairés au sein des organisations, PME, industrie ou ESN, cabinets conseils, collectivités territoriales, dès qu'un volume de données est suffisamment conséquent et le justifie. Cette démarche engagée nous anime chez Data Players depuis 2018, particulièrement Simon Louvet, notre CTO, qui conduit aujourd'hui cette présentation, et un travail également permanent de R&D qui vise à inscrire cette technologie dans une véritable éthique technologique. Cette orientation, elle a été validée par nos sociétaires autour de trois piliers: la frugalité, la souveraineté et l'interopérabilité. Cela se traduit dans nos recommandations pour nos bénéficiaires, parce qu'une bonne IA, c'est souvent moins d'IA. Dans notre expertise historique de la gestion de données, des systèmes d'information, du context engineering, qui nous permet de déterminer s'il faut réellement déployer des agents ou si d'autres solutions restent pertinentes et optimales. Il ne s'agit pas d'en parsemer pour en parsemer parce que c'est la mode. Et dans un choix fort, développer majoritairement nos briques en open source. C'est ce que Simon vous propose aujourd'hui. Je vous souhaite un bon webinaire, un bon voyage dans ces enjeux d'IA raisonnée. Un temps de questions-réponses est prévu à la fin de la présentation de Simon. Et en laissant vos adresses mail, vous recevrez bien sûr le replay ou en vous inscrivant sur le formulaire GRIST de la communauté Data Player Tech Friendly. Voilà, ça peut commencer. Est-ce que vous voyez bien mon écran de présentation? Ouais, Super.
Je vais juste prendre le chat à côté au cas où quelque chose se passe pour pouvoir le lire. OK. Et je voudrais juste masquer ça. Voilà, parfait. Donc, on va présenter aujourd'hui un peu un nouveau cycle de webinaire. On a déjà fait 4 ou 5 webinaires. Le dernier étant sur le portail de l'alimentation durable. Je vais en reparler un tout petit peu pendant ce webinaire-ci. Tous nos webinaires sont publiés sur le site web euh, et sur LinkedIn le plus possible. Et ce site, un peu un nouveau cycle qu'on initialise dans l'état d'esprit de une communauté apprenante, technologique mais pas que, aussi fonctionnelle et de curieux et de gestionnaires de projets qui ont envie de comprendre ce qu'il y a un peu sous le capot, comment ça fonctionne et quels sont les enjeux. Donc, ce premier webinaire de ce cycle, il est plutôt assez généraliste. On va faire un peu le tour de notre vision, des technologies qu'on utilise. Et puis ensuite, les webinaires vont suivre normalement au courant 2026 sur une fréquence d'1 mois et demi, 2 mois. On n'a pas encore exactement la fréquence exacte où on va détailler, on va rentrer un peu dans chaque point, aller plus loin dans le capot. C'est comme si aujourd'hui, on vous présentait un petit peu la voiture électrique, ses fonctionnalités et ses principes, et puis que dans les prochains, on ouvre le capot pour voir chaque composant de la voiture, comment il fonctionne, quoi. En gros, pour faire simple. Euh, Donc, comment construire des solutions utiles, frugales et souveraines? C'est un peu notre leitmotiv. Et puis, aujourd'hui, on va parler de vision, de technologie et de projet. Le webinaire va s'articuler en trois temps. Présentation du métier, c'est le plus court possible. C'est juste pour savoir où on met les pieds en termes de coopérative, de ce que nous on fait comme service. Ensuite, la vision, là, c'est plutôt politique, ce que pour nous, LIA, est-ce qu'on doit en faire? Et puis, parler un petit peu de technologie, commencer à voir comment est-ce qu'il y a justement un petit peu sous le capot. Alors, pour présenter le métier, le plus simple, c'est que je vais repartir de notre site web qui le présente le plus simplement possible. La page d'accueil est à retravailler. On a le message, mais on n'a pas encore la mise en page. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est qu'on fait 3 métiers. On valorise les données, on interagit avec les données et on assure une qualité de service et de suivi de projet. C'est des métiers qu'on faisait avant le renouveau de cette année avec les agents IA et qu'on continue à faire. On va le faire peut-être un petit peu différemment, mais on va toujours continuer à valoriser les données des usagers, de nos bénéficiaires, en les rendant accessibles, en les rendant interrogeables, en les rendant exploitables. Euh, Avec notamment des agents IA, des bases de connaissances, ce qu'on appelle des RAG, on en parlera, mais des fois aussi simplement de la transformation de données pour agréger différentes sources de données qui sont hétérogènes et les mettre à un seul endroit de manière homogène. Ça fait partie de la valorisation de données et c'est pas obligatoirement de l'IA. On a une partie interaction avec les données. Alors historiquement, on était plutôt sur des interactions avec des systèmes de web sémantique qui interopérables nativement. On sait toujours faire ça, mais on ne le met en avant que pour les usagers et les bénéficiaires qui ont ces sensibilités-là. Actuellement, on vend plutôt des agents IA qui peuvent interagir avec les données des bénéficiaires à travers ce qu'on appelle des tools, on va en parler tout à l'heure, et l'autonomie de l'agent à choisir quel outil utiliser et comment. Et puis, on ne fait pas juste de l'outillage, on fait aussi de la gestion de projet. En fait, faire une solution numérique, c'est pas juste de la technologie, c'est aussi de la qualité et c'est du suivi de projet et c'est l'excellence en maîtrise d'ouvrage en agilité, en assurant la maintenance en conditions opérationnelles et également le support et l'hébergement. Donc ça, c'est vraiment nos services, c'est la partie économique de la SIC, de la Société coopérative d'intérêt collectif. Ensuite, on va voir notre vision. C'est quoi pour nous faire de l'IA frugale et souveraine? Alors, Mireille l'a un peu évoqué, mais il y a un adage qui de plus en plus dans ma bouche, c'est Best IA is less IA. C'est une petite référence à un suprématiste américain. C'est pour ceux qui ont la référence.
Et l'idée, c'est de faire de l'IA générative seulement si nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas d'usage où il n'y a pas besoin d'IA, tout simplement. Ou alors pas une IA générative, on précise bien générative ici, une IA symbolique ou des calculs, des systèmes experts ou d'autres systèmes peuvent souvent remplacer l'IA générative. Et puis, il y a souvent des besoins d'IA générative où on se dit, par exemple, ben moi, je veux que mon agent il trouve les adresses qui me manquent dans mes prospects, par exemple. Eh bien, en fait, il y a d'autres manières de le faire. On peut faire du traitement de données avec des workflows qui utilisent des modèles d'IA qui sont tout petits, qui vont résoudre ce besoin-là et qui vont consommer 100 à 1000 fois moins d'énergie que si on le résolvait en temps réel par un agent IA. Donc, il y a vraiment l'idée de faire du sur-mesure en fonction des besoins et de ne pas sortir l'artillerie lourde à chaque fois. Notre adage, c'est qu'un petit modèle hyper contextualisé est plus puissant qu'un gros modèle généraliste. L'idée, c'est que dans les entreprises, il y a beaucoup de shadow IA, c'est-à-dire des employés ou des membres d'une entreprise qui utilisent de l'IA générative massive, des gros modèles, donc typiquement ChatGPT ou Claude ou équivalent, et pour résoudre des problèmes qui finalement pourraient être résolus par un petit modèle beaucoup plus frugal qui ne nécessite pas autant de consommation d'énergie. Mais dans cet état d'esprit-là, il y a beaucoup de marchés d'IA où ce qui est vendu, c'est de l'apprentissage spécialisé. C'est-à-dire qu'on prend un modèle généraliste open source et qu'on le spécialise pour un métier. Nous, on n'a pas choisi cette voie-là, même si on pense que c'est tout à fait possible et pertinent dans certains cas. Notre voie, c'est plutôt de prendre des petits modèles généralistes euh, mais quantisé, c'est-à-dire vraiment avec un très petit nombre de paramètres, et de l'hyper-connecter, c'est-à-dire de l'hyper-contextualiser, c'est-à-dire de lui fournir tous les outils et toutes les connaissances en usage sur lequel il peut être connecté pour pouvoir ne pas avoir besoin d'un énorme cerveau et d'un énorme modèle pour résoudre les problèmes et les besoins. Et ça nous permet de réduire du coup l'empreinte environnementale et énergétique pour réaliser la même fonctionnalité et le même usage. L'IA a des impacts socio-environnementaux, socio et organisationnels, pardon, aussi environnemental, mais je viens d'en parler. C'est-à-dire que bah, mettre un modèle, mettre une IA, mettre des agents IA dans une entreprise, ça a des conséquences hein, en termes de métier des personnes, en termes de considération, en termes de carrière, en termes de manière de faire son métier. Et puis, ça peut engranger des dégradations de services parce que des fois, mettre un agent IA alors qu'un humain fait très bien le travail et que mettre un agent, c'est dégrader le service que fait l'humain, eh ben, il faut en tenir compte et parfois dire non quand l'humain a toute sa place et ne peut pas être remplacé ou une seule partie de son métier soit remplacée. Il y a deux personnes en waiting room. 2 secondes. Alors, où est-ce que c'est? Admit et admit. Désolé. Bienvenue aux deux personnes qui viennent de rentrer. J'avais pas vu que vous étiez en file d'attente. Bienvenue. Ensuite, l'IA, c'est pas que la frugalité fonctionnelle, c'est aussi de la matière. On a l'impression que c'est très éthérien, très, très abstrait, mais en fait, c'est très, très concret. C'est des centaines de gigawatts de consommés, c'est des tonnes de métaux rares exploités. Et donc, du coup, on réfléchit aussi à ça, on est en veille, on choisit nos fournisseurs. Donc, il y a toutes les questions qu'on appelle le Power Unit Efficiency, de Water Unit Efficiency. Ce sont des indicateurs que les data centers peuvent fournir pour savoir s'ils sont efficaces ou pas et s'ils consomment beaucoup d'eau ou pas. Il y a également la nature des puces. Chaque puce a une performance énergétique qui est différente et qui répond à des tokens avec une consommation énergétique qui est différente. Et puis, on a l'origine de l'énergie, c'est-à-dire est-ce que les électrons qui sont consommés sont euh, des électrons renouvelables ou pas, ou carbonés. Et dans cet état d'esprit, on a fait un article qui est disponible et qui est un peu notre premier article de la communauté apprenante,
Je vous le montre rapidement. Vous pouvez y accéder sur le site. Il est en ligne. Et donc, du coup, c'est un article qui traite de l'efficacité énergétique et souveraine des LLM et qui traite surtout de la partie puce, c'est-à-dire quelles sont les puces les plus efficaces et pourquoi et comment. Et dans cet état d'esprit de souveraineté et de frugalité, quels sont les fournisseurs en France qui sont capables de répondre à ces besoins-là, tout en ayant les puces les plus sobres possibles. Je vous invite à lire l'article hein, en 3 temps, bref, rapide ou complet, et tout est sourcé dans le complet. Ensuite, donc là, on vient de parler de frugalité, c'est-à-dire consommer le moins d'énergie, de matière possible pour répondre aux besoins. Il y a également la souveraineté. C'est quelque chose pour nous qui est indispensable et on voit bien avec le contexte international et les investissements actuels européens et français qu'on est sur la bonne voie. Donc, on garantit la zéro utilisation de données. La plupart des entreprises qui vous fournissent des moteurs de calcul LLM vont réutiliser les données qui passent par elles pour faire apprendre le prochain modèle, la prochaine génération de modèles. Nous, on garantit que c'est parce que les services qu'on met en place pour nos bénéficiaires ont zéro réutilisation parce que nous savons exactement où les modèles sont exécutés et on a des garanties contractuelles qu'il y a zéro apprentissage. D'autres fournisseurs, encore moins scrupuleux, vont même apprendre sur les flux de données qui passent par eux. Là, je vous laisse arbitre du modèle économique de ces fournisseurs. En termes de conformité, c'est important pour nous d'être compatible avec l'IA Act, qui est une loi européenne, qui doit pouvoir permettre à tout un chacun de vérifier comment a été entraîné et exécuté les modèles qui sont utilisés. Ou en tout cas de déclarer ce qui est connu, ce qui n'est pas connu. C'est pas évident du tout. Quasiment actuellement, il n'y a que un ou deux modèles dans le monde qui sont compatibles en termes de compatibles au niveau maximum, c'est-à-dire en garantissant la transparence sur les datasets qui ont permis d'entraîner le modèle, la méthode mathématique qui est utilisée et les poids ouverts au modèle. Donc le modèle final, il est poids ouvert ou poids fermé. Poids fermé, on ne peut pas faire de fine-tuning pour le réentraîner à faire autre chose. Poids ouvert, on peut faire du fine-tuning pour le réentraîner à faire autre chose. La plupart des modèles open source sont évidemment à poids ouvert, c'est un peu ça qu'il est défini, mais très très peu de modèles fournissent également ce qu'on appelle les datasets d'entraînement, sur quoi ils ont été entraînés. C'est notre, c'est notre intention, euh, quoi qu'il arrive. Ensuite, en termes de traçabilité, une IA qui s'exécute, elle peut potentiellement dériver, faire des choses illégales ou faire des choses qui sont tout simplement pas dans la stratégie ou dans la ligne éditoriale ou dans la charte de notre bénéficiaire. Du coup, on est capable de loguer tout ce qui se passe et de faire ce qu'on appelle des audits d'alignement, c'est-à-dire vérifier que tout ce qui s'est passé dans le passé dans une IA correspond bien à ce qu'on attend d'elle et pouvoir potentiellement rectifier le tir. Je parlerai de sécurité plus tard. Nous garantissons également, pour nous c'est important plutôt, de la portabilité, de la réversibilité et le bien commun, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait pour des bénéficiaires, on veut que ce soit réversible et portable, c'est-à-dire que nos bénéficiaires puissent reprendre ce qu'on a fait pour eux, changer de fournisseur, aller chez un autre fournisseur et refaire tourner ce qu'on a réalisé chez eux. C'est une logique de bien commun, donc on est 100% open source. Et le modèle est open source, l'orchestrateur d'agents est open source et l'outillage qu'on utilise autour est open source. On va passer aux agents. Alors là, je vais être un peu rapide, même très rapide dans ce slide que je vais vous le présenter à travers le pitch deck qu'on a fait pour pour nos financeurs, qui est beaucoup plus graphique et qui va expliquer mieux les choses. Mais pour faire simple, on va voir les usages, les principes d'un agent, l'ingénierie contextuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a comme information, comme contexte pour pouvoir travailler, et son paramétrage. Je vais donc switcher.
Tac. Et je vais commencer par les cas d'usage, parce que le plus important, c'est de comprendre finalement à quoi ça sert. Je vais présenter quelques cas d'usage très rapidement. Un agent, ça permet par exemple de faire de la qualification automatique de CRM en détectant des emails, en renseignant le CRM, en évaluant, j'accueille quelqu'un encore, en évaluant si le client a du contenu sur lequel on peut travailler et lui proposer quelque chose, mettre à jour le CRM, prendre un rendez-vous, proposer le rendez-vous, écrire un mail, tout ça dans un seul flux, dans un seul agent. De la même manière, on peut également gérer un cas d'assurance où un usager a un accident. Automatiquement, l'agent demande des informations pour avoir des compléments d'informations pour traiter l'accident, valider le contrat d'assurance pour vérifier que tout est OK, signer le sinistre, création du sinistre, pardon, dans le système d'information pour tracer la problématique et que le système d'information soit à jour chez l'assureur, et envoyer un véhicule de courtoisie en dépannage d'urgence. Encore un autre cas, nous sommes dans un bureau d'études. L'agent détecte des annonces d'appels d'offres sur les plateformes d'appels d'offres publiques de l'État et autres, évalue s'il a les ressources humaines pour pouvoir, si l'entreprise a les ressources humaines pour pouvoir y répondre, initialise le projet dans le RP pour pouvoir construire le réponse à appel d'offres, fait un brouillon par rapport à la documentation de l'entreprise et ses connaissances et son savoir-faire. Ensuite, l'humain peut retravailler le contenu avec de l'historique et échanger avec un agent pour améliorer l'appel d'offres. Et au moment de l'envoi, un contrôle au niveau risque et juridique s'opère pour pouvoir euh, contrôler qu'il n'y a pas de risque juridique pour l'entreprise et potentiellement mettre en contact avec un juriste dans ce cas-là. Donc voilà, c'est des cas qui montrent ce que peuvent faire un agent qui sont tout à fait dans le périmètre de ce que nous faisons. Du coup, je vais reprendre ce que c'est qu'un agent. Pour faire simple, ce que vous voyez, Euh, comment dire ça? Ce que vous voyez quand vous utilisez ChatGPT ou Claude, c'est la partie finale. C'est la partie ici et même, enfin, vous voyez, c'est la messagerie, pardon, pour être plus précis. Vous voyez la messagerie, mais en fait, il y a d'autres choses derrière la messagerie. Euh, il y a tout ce qui est la puissance de calcul du LLM, la gestion, le paramétrage de l'agent et potentiellement sa base de connaissances qui a été construite grâce à vos documents, grâce aux fichiers que vous lui fournissez. Et dans les agents professionnels qu'on met en place, il y a notamment l'accès au web pour pouvoir faire des recherches, c'est également présent évidemment dans ChatGPT et dans Claude, et l'accès au système interne, aux bases de données et aux logiciels internes à l'entreprise. Donc l'agent, l'écosystème, on va dire, le système d'information autour de l'agent, c'est de la messagerie, les mails, les applications métiers, le site web, des fichiers, des bases de connaissances, des bases de données, de l'open data, des applications SaaS. Et en fait, l'agent va pouvoir interagir avec tout ça pour pouvoir répondre aux besoins des usagers. Et on va le paramétrer pour ça. En termes de messagerie, c'est compatible avec n'importe quelle messagerie. On peut faire une interface sur mesure pour répondre à un besoin particulier, mais on peut aussi mettre l'agent dans toutes les messageries conventionnelles. Ça, je vais passer. On rentrera plus dedans dans un autre webinar. Ça, je vais en parler un petit peu parce qu'on va en parler tout à l'heure en termes d'outillage. Il y a deux manières de capter de la connaissance au moment où vous exécutez un agent. La recherche sémantique dans une base de connaissances qui a été préconstruite à l'avance ou la recherche en temps réel sur le web, sur les applications métiers de l'entreprise. Ça a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Je vous laisserai, on vous transmettra ces informations, vous pourrez relire tranquillement les avantages et les inconvénients des deux. Mais pour faire simple, on peut soit préconstruire une base de connaissances, soit interroger le monde réel en temps réel. C'est ce qui correspond à ce schéma ici, la base de connaissances qui a été préconstruite ou le monde réel en temps réel. Ça, c'est l'agent et le paramétrage. Je vais passer parce que ça va être un petit peu trop long. J'ai quasiment tout évoqué. J'ai pas évoqué la notion de sécurité. Il y a tout un besoin de sécuriser l'accès aux connaissances
en temps réel de l'entreprise. Parce qu'un usager qui échange avec un agent, et ben, l'agent avec qui il échange ne doit pas avoir le droit d'accéder à des informations que l'usager n'a pas le droit d'accéder. Typiquement, je fais de la production, je n'ai pas le droit d'accéder aux informations juridiques. Donc, il faut garantir cela. Il y a la gestion de la mémoire, court terme ou long terme, on gère les deux. Donc, à court terme, l'agent retient quelques conversations, la conversation en cours, on va dire. Et long terme, il va retenir tout ce qui s'est passé avec lui et cet utilisateur-là ou avec l'entreprise dans une base de connaissances qui ressemble à celle-ci, à cette base de connaissances ici, mais qui aurait été du coup dynamiquement construite avec les interactions utilisateurs et qui reste pérenne dans le temps. Euh, Il y a également la question des modes, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un agent simple, est-ce qu'on fait un agent, une équipe d'agents qui est orchestrée par un superviseur, ou ce qu'on appelle le mode swarm, c'est-à-dire une équipe d'agents qui s'auto-organise et qui s'auto-gère pour savoir qui c'est qui traite les tâches. Ça, c'est les différentes configurations possibles. Le reste, j'ai quasiment tout dit. Si la dernière chose, c'est évidemment ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande à faire à l'agent, c'est tout un savoir-faire. Faire des plans étape par étape, tenir compte de l'expérience, piloter par objectif, mettre en place une méthodologie métier, fournir ce qu'on appelle des skills, j'en parlerai tout à l'heure, et ce que je vais dire. Et c'est en tout cas ici qu'on va vraiment expliquer ce que doit faire l'agent et comment il doit le faire. C'est potentiellement dynamique en fonction du contexte. Et pour finir, l'agent, il peut agir sur son environnement, soit prendre des décisions, produire du contenu, agir sur le système d'information, répondre sur l'interface conversationnelle. Et c'est là que notre métier d'interopérabilité historique intervient, c'est que nous sommes capables du coup de se brancher à n'importe quel système d'information existant, soit par API, soit par MCP qu'on peut réaliser nous-mêmes. Et je finirai par le rôle de l'agent par rapport à l'humain. Pour nous, l'humain est au cœur du système, notamment pour évaluer la pertinence des solutions proposées par l'agent avant qu'il agisse, pour co-designer ce qu'on appelle le prompt du coup de fonctionnement de l'agent. Et je retrouve ce que je voulais dire tout à l'heure. Je vous encourage à regarder les prompts React. C'est la méthode la plus éprouvée pour faire un prompt correct agentique. Et puis ensuite, bah, améliorer évidemment l'agent en observant comment il fonctionne et comment on peut faire une boucle d'amélioration continue. Valider les décisions à risque, j'ai déjà dit. J'ai fait une petite confusion avec évaluer la pertinence. Évaluer la pertinence, c'est vérifier qu'il y a la bonne solution. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai parlé de validation d'une décision. Ce n'était pas ça qui était précisé ici. Là, on parle bien d'évaluer les pertinences. La pertinence, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile. Contrôler les dérives, c'est-à-dire qu'est-ce qui, est-ce que l'agent fait ce qu'on lui a demandé? Est-ce que c'est conforme au RGPD? Est-ce que c'est conforme à l'IA Act? Est-ce que c'est conforme aux normes du secteur? Est-ce qu'il respecte le périmètre d'action qu'on lui a donné? Et clarifier les responsabilités en cas d'erreur. Et pour pouvoir contrôler, il faut auditer, c'est-à-dire loguer et tout vérifier. Je vais revenir ici. J'ai- Je vérifie que j'ai bien tout dit. Est-ce Oui. que vous voyez tous encore l'écran? Tout se passe bien? Ok, je vois que oui dans Oui, le ça chat. s'écrit. Merci. Et Mireille, vous avez un petit ressource sur l'ADEME, sur Alt Impact. Euh, sur le paramétrage, j'ai pas beaucoup insisté. Je vais en parler un petit peu ici, puis après on va passer de toute façon à comment ça s'appelle? Euh, à comment est-ce qu'on fait techniquement. La mémoire courte et long terme, je vous ai expliqué, soit juste la conversation, soit sur du long terme partagé pour l'utilisateur ou l'entreprise. L'orchestration, je vous ai parlé des trois modes solo, en orchestration ou en swarm. Sachez qu'il y a une norme qui existe
pour faire ça, qui s'appelle A2A, Agent to Agent, qui n'est pas beaucoup appliqué encore, qui est censé devenir le fonctionnement universel, mais il n'y a encore pas beaucoup de systèmes qui bossent qui travaillent et qui sont capables de faire du Agent to Agent. On a de la R&D à faire sur ce sujet. Pour l'instant, on fait plutôt de l'orchestration avec un agent orchestrateur. Pour pouvoir se connecter à son environnement, à son contexte, au logiciel métier, il a besoin du coup de connecteurs. Alors, il y a deux manières de les faire, de grandes manières, qu'on appelle les tools et les MCP. Les tools, c'est ce qu'on appelle aussi du function calling. C'est une manière de paramétrer un outil dans l'agent pour lui dire, dans tel cas, tu dois appeler tel outil avec tel paramètre. C'est très bien, mais c'est pas normalisé. Et tous les modèles ne sont pas capables de le faire. Et c'est compliqué de savoir si les modèles vont bien fonctionner ou pas sur ces modes-là. On a des mauvaises surprises. Donc, une des possibilités, c'est de faire ce qu'on appelle des MCP. Donc là, c'est une norme qui a été mise en place pour que des solutions externes communiquent avec l'agent pour lui dire comment l'utiliser. Et c'est peut-être plus approprié que les tools à terme. Par contre, c'est un petit défaut de consommation de ressources parce que les MCP demandent à augmenter la fenêtre de contexte, c'est-à-dire la quantité d'informations qui sont transmises au LLM pour faire son calcul. Il y a des nouveautés qui apparaissent pour le paramétrage de l'agent. J'en parlerai pas beaucoup. Il y aura sûrement un webinaire dédié à ça. Il y a ce qu'on appelle les skills, qui sont une manière d'enrichir l'agent avec des prompts conditionnels, c'est-à-dire que si l'agent a besoin d'analyser un document pour en sortir les insights business, je prends vraiment un cas très, très bateau, et ben, on peut avoir un skill qui est dédié à ça, ce qui fait que son prompt général, son prompt métier, il est relativement léger. Et il fait appel à un skill, c'est-à-dire qu'il augmente son prompt en fonction des usages et et des besoins. Les workspaces, c'est des environnements de travail pérennes et ça permet de faire apparaître des comportements émergents. Je n'en vais pas en parler longuement ici, parce qu'il y aura sans doute un webinaire dédié à ça et c'est un petit peu compliqué à expliquer. On va donc passer aux outils qu'on utilise. Alors, le premier outil, c'est comment est-ce qu'on design l'agent, comment est-ce qu'on construit l'agent. On a deux manières de le faire principales, le low-code et le code, tout simplement. Donc, le low-code, c'est ce qu'on appelle c'est pour designer un agent sans écrire de code. Et donc là, nous, on utilise pour l'instant deux outils qui sont N10 et Diffie. N10, ça ressemble à ça. Donc là, c'est le portail de l'imitation durable, qui est un cas d'usage métier d'un de nos bénéficiaires. Et Diffie, ça ressemble à ça. Et du coup, vous voyez que là, il n'y a pas de code. On va paramétrer des boîtes et des blocs. Et les deux là font la même chose, hein, pour information. Les deux font quasiment la même chose. C'est juste qu'ils sont paramétrés différemment. Et l'objectif, c'est de pouvoir designer des agents sans devoir coder. Alors, il y en a d'autres, notamment ActivePiece et LangGraph. Je ne l'ai pas noté. Je vais le noter pour la prochaine fois. Je vous demande 3 secondes. Non, pas LangGraph, LangFlow. Merci de votre patience. Qui sont des outils qu'on a expérimentés en test, mais qu'on n'a pas expérimenté sur du cas concret de prod. Euh, L'avantage de Langflow, c'est qu'il peut permettre de faire des exportations dans la phase suivante qui est le code. Donc en fait, il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire des agents avec du code, LangChain, LangGraph et OpenCode dans le cadre de faire des agents avec Workspace. Euh, et donc, du coup, voilà, on peut le faire les deux. Notre philosophie, c'est de plutôt designer avec du low-code et d'essayer d'industrialiser dans du code, c'est-à-dire permettre d'augmenter les performances et potentiellement de le déployer sur des infrastructures plus légères que celles qui hébergent le low-code.
Les bases de connaissances, ça c'est important. C'est sur quoi on stocke les données. Donc on utilise deux types de bases de connaissances, les index et les graphes. À chaque fois, ils sont hybrides, c'est-à-dire ils font index plus vecteur ou graphe plus vecteur. Et donc pour tout ce qui est index plus vecteur, on utilise Search. Pour tout ce qui est graphe, on utilise soit GraphRag de Microsoft, soit Graphity. En fonction des besoins, Graph, c'est plutôt du graphe statique qu'on calcule une fois. Graphity, c'est du graphe dynamique qu'on calcule à chaque interaction. Typiquement, c'est le genre de choses qui est adapté pour la mémoire long terme, si vous avez bien suivi. Et en plus de ça, en plus de devoir construire les agents et leur base de connaissances, eh bien, il y a tout un tas d'outils autour de ça. C'est-à-dire notamment tout ce qui est OCR et tout ce qui est crawling. Donc l'OCR, c'est pour pouvoir récupérer les documents et les transformer en data exploitable par un agent. Donc quand je dis documents, c'est PDF, images, doc, etc. Et pour ça, on a créé notre propre outil qui s'appelle Marker OCR, mais qui va sans doute être renommé et que je vais vous montrer en 3 secondes à quoi ça ressemble. Je- Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je ne l'ai plus. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, on déclare un flux de traitement. Donc là, c'est des factures. On déclare qu'est-ce que doit faire cet OCR. Donc extraire l'information de la facture ou du devis utile pour la comptabilité. On déclare la structure de données qu'on attend pour pouvoir exploiter l'information. Donc ça, c'est en langage naturel. On peut préciser ici je sais pas, moi, sur l'unité, par exemple, oui, c'est un bon cas d'unité. L'unité correspondant à la quantité. C'est aucune quantité, c'est aucune unité d'ailleurs, c'est pas unité. Le jour est par défaut, ne pas confondre avec l'unité des prix. Donc ça, c'est pour lui donner des indications sur comment traiter le document. Et donc si ici, je prends une facture, par exemple, il va me la traduire et c'est également accessible par API. Ça veut dire que depuis l'agent, l'agent peut envoyer une facture à cet outil-là et qui va traduire automatiquement la facture dans le format attendu. Voilà, donc là, on a les données issues de la facture avec le fournisseur, le client, le total, les lignes de facture directement. Et du coup, ça facilite beaucoup le travail après de l'agent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir des énormes modèles qui savent tout faire, puisqu'on fait des micro-logiciels à côté des modèles le plus léger possible afin de traiter les opérations spécialisées. De la même manière, on a construit également un outil de crawling. Alors, il est prêt, enfin il est prêt, il est en bêta. Malheureusement, il n'est pas encore déployé et que j'avais voulu le lancer ce matin pour faire une démonstration. J'ai eu un petit problème technique, donc vous ne le verrez pas. Il va sortir et pareil, nous ferons des webinaires sur cette partie-là, bah, OCR, crawler. Ensuite, l'agent, il a besoin du coup de tools pour interagir, donc c'est ce que j'appelle les function calling. Donc ça, c'est les tools historiques, on va dire, qui ont été normalisés par OpenAI. Mais depuis il y a un certain temps, les skills apparaissent. J'en ai parlé. C'est le fait de pouvoir étendre le prompt système avec des prompts spécialisés en fonction des besoins. Et puis, je me répète. Oui, je me suis répété pour le graphe. Mais effectivement, ça fait partie des tools. Et pour une autre solution, du coup, c'est les serveurs MCP dont je parlais pour pouvoir se connecter à des systèmes de données existants. Et là, il y a deux manières de faire. Soit les plateformes ont déjà des MCP sur étagère tout prêt, soit on les peut les faire sur mesure pour euh, répondre aux besoins sur mesure. Et j'ai fini et on passe aux questions avec un petit peu de retard. Toutes nos excuses. Donc, c'est le moment des questions. Allez-y, Benoît, tu avais des questions? Je t'en prie. Vous pouvez Euh, l'écrire par écrit si vous pouvez les préparer si vous le souhaitez. Vas-y, vas-y. non, ça ne me dérange pas d'intervenir dans la vidéo. Euh,
J'aimerais bien que tu développes un petit peu sur l'aspect sécurité. J'ai lu récemment un document très intéressant sur les agents IA et enfin IA agentique ou agent IA. Je sais que c'est pas tout à fait la même chose. Et le Zero Trust. Quelle est l'attitude de Data Player sur ce sujet? Et j'aurai une deuxième question après, si vous voulez bien. Ok. Alors, effectivement, en fait, il y a deux choses. Il y a quelle responsabilité tu donnes à l'agent et est-ce que tu lui donnes le droit de faire certaines choses, donc ce qu'on appelle les rail guards. C'est une manière de l'interdire de faire certaines opérations qu'on ne veut pas qu'il opère. Et ensuite, une fois qu'il a le droit de faire une opération, est-ce que le user qui lui a demandé d'agir a le droit de faire l'opération? C'est-à-dire, si, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de la production, je demande à accéder à la fiche de paye de Benoît. Est-ce que l'agent doit de la donner? En fait, l'agent, potentiellement, il a accès aux données de paye, donc il pourrait sortir la fiche de paye de Benoît. Mais est-ce qu'il doit la donner à la personne qui a la production? La réponse, pour moi, est non. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une mécanique de gestion de sécurité avant et après l'agent, ça dépend. Est-ce qu'on le met dans l'agent ou est-ce qu'on le met autour de l'agent? Ça dépend de la confiance qu'on donne à l'agent et à sa capacité à respecter les règles. Pour que soit on le met autour, c'est ce qu'on a fait avec Access Guard pour pouvoir empêcher d'accéder à à la formation qu'il n'a pas accès en tant qu'utilisateur, soit on le met dans l'agent et on lui explique à l'agent comment vérifier les droits. Ça, c'est deux manières de faire sur un modèle où on est parfaitement sûr de son fonctionnement et qu'à zéro fuite de données, on peut envisager de lui mettre la responsabilité d'estimer le droit de l'utilisateur à faire l'opération. Mais pour l'instant, on est plutôt sur une position où non, on n'autorise pas l'agent à faire cette estimation-là. On entoure l'agent de protection, c'est-à-dire que quand le user pose une question à l'agent, on retient qui est le user pour que quand l'agent appelle l'outil, il sache c'est pour quel user, que l'agent n'est pas au courant, lui, de la mécanique de sécurité, mais par contre que l'appel soit bien fait avec le bon user pour lui interdire d'accéder aux informations auxquelles il n'a pas accès. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense, on pourra peut-être en reparler dans un prochain webinaire aussi. Ça me fait pas mal penser au Zero Trust d'ailleurs. Je ne sais pas si ça t'a influencé. Si, si. Bah, ça fait un an et demi, de toute façon, que c'est by design. Le LLM n'est pas confiance by design. On ne peut pas faire confiance à un LLM by design. Alors, il y en a que de plus Hmm. en plus, on peut de plus en plus leur faire confiance, surtout s'il y a zéro donnée d'apprentissage. Mais by design, pour nous, on va plutôt tenter le zero trust et l'authentification forte aux accès aux données, quoi. Ok, j'avais une deuxième question. Moi, en écoutant ce webinaire, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de possibilités, plein de choses, potentiellement la capacité à faire des projets très ambitieux et complexes. Et alors, dans mon souvenir, il y avait une communauté, j'ai vu communauté apprenante, enfin, il y avait toute une communauté avec pas mal de monde autour de Data Players il y a quelques années. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que vous donnez toujours des formations également? Alors, la communauté, elle a un petit peu disparu euh, avec les années parce qu'on n'a pas pris soin. Du coup, là, c'est justement l'occasion de la relancer. Du coup, on va ouvrir aussi un canal pour communiquer, on va faire des webinars, on va publier des articles. Donc, le premier article est sorti sur les puces sur le site. Et donc, l'idée, c'est effectivement de la recréer. Donc, non, pour répondre à ta question, elle a un peu disparu. On va justement la recréer. Et est-ce qu'on vous donne encore des formations? Eh bien, c'est une bonne question. Pour l'instant, non. S'il y a des opportunités, on en reparle. Je Par parlais contre, bien, on a bien sûr. augmenté des interventions sur plusieurs événements fédérateurs, comme le NEC ESS et le NEC Strasbourg, et un prochain projet d'intervention de table ronde sur le Festival Data, et également au Salon de la souveraineté numérique en juin. Et tout ça, encore une fois, si vous rejoignez la communauté Data Player Friendly en vous inscrivant sur le GRIST, eh ben, on sera ravis de vous tenir au courant. Je pourrais reposer ma question autrement si je viens avec une équipe et qu'on a envie de s'interfacer avec les outils proposés. Est-ce qu'il y aura un accompagnement pour la prise en main de ces outils ou est-ce que c'est uniquement réalisé en interne par Data Players?
C'est la même question autrement, parce que la formation, on imagine des apprenants. Ouais, il y a deux parties à la réponse. La première, c'est que notre objectif, c'est de mettre clé en main les outils dans les mains de nos bénéficiaires pour qu'ils s'en servent et qu'ils se les approprient. Donc, évidemment, avec de la formation. Donc, ça dépend un petit peu d'eux, s'ils ont envie ou pas de se réapproprier ce qu'on a réalisé pour eux. Après, il y a la partie ingénierie, vraiment, on descend dans les étages, on va dire, de technicité, où là, a priori, on n'a pas vocation à faire de la formation. Il y a d'autres questions ou des commentaires ou des contradictions si vous trouvez que on va pas dans la bonne direction ou qu'on n'utilise pas les bons outils. J'avais une petite précision pour Dominique qui, j'espère, écoutera cette réenregistrement parce que il a dû partir, je pense. Euh, j'ai vérifié les licences de Diffie, comme il me l'avait demandé. Et donc, du coup, c'est un équivalent de NMITen en termes de licence, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser NMITen ni Diffie en tant que fournisseur de solutions, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas le droit de donner accès à nos clients à notre propre serveur Admiten ou notre propre serveur Diffie. Donc, si le client veut être souverain sur son usage et maintenir ses flux, ça veut dire qu'on doit lui installer un serveur chez lui. Donc, dans les deux cas, que ce soit Diffie et Admiten, on est en open source avec des contraintes. Mais dans les deux cas, ça ne nous empêche pas de distribuer ces solutions. La seule nuance, c'est que ces solutions-là doivent être chez le client ou appartenir au client et non pas appartenir à Data Players. Et oui, alors Jitsi mieux que Zoom. Bon, on rentre dans de l'éthique, mais je vais essayer de répondre à la question. Le petit problème de Jitsi, c'est la qualité de certaines connexions qui ont pas assez qui ont trop de latence et du coup qui perturbent pas mal la qualité de la communication. Et l'enregistrement n'est pareil de bien moins bonne qualité. Donc en interne, on utilise Big Blue Button avec GlobeNet. Et on s'en sert pour tous les jours. Par contre, pour la webinar, on passe par Zoom parce que c'est un peu la seule solution qui nous garantit la qualité attendue pour un enregistrement et une publication post-webinar. Visio la suite, pourquoi pas? Tout à fait. C'est à creuser. Il est 25, il nous reste 5 minutes s'il y a encore des questions. Et salut Paco. Bon, mais s'il n'y a pas de questions du tout, on peut clôturer ici, à moins que je laisse encore une, 2 minutes s'il y a une question, mais on peut s'arrêter là. En tout cas, suivez le LinkedIn Data Players. On va continuer du coup à publier des articles, hein, notamment celui sur les puces que j'ai rapidement montré. Et puis il y en aura un autre sur les PUE, je pense, PUE et WUE. Et puis et le prochain webinar, je pense que on va faire un sondage sur LinkedIn avec les sujets possibles et que ce soit la communauté qui choisisse. Le replay devrait être assez disponible rapidement, le temps de faire stop, de l'enregistrer et de le mettre sur YouTube parce que le Peertube de l'Assemblée virtuelle a lâché. Et Dans donc, l'historique, vous avez, Benoît, donc le lien sur Grist où tu déposes ton mail pour pouvoir recevoir le replay le plus rapidement possible. tout à fait. Et bien, sur ce, c'est une bonne journée. Merci à toutes et tous. Et Merci Philippe, puis, merci Mireille. à très bientôt. À très À bientôt. bientôt!